aujourd'hui, avec le club Cœur et Santé, eh bien, nous recevons le docteur Audrey Philippe. Le thème sur la consultation de la douleur. On peut appeler ça comme ça? Oui, bien sûr, on peut appeler ça comme ça. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, docteur Vauduit. Bonsoir, Evich. Bonsoir tout le monde et bonne année. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, docteur Philippe Audrey. Bonsoir. C'est pour nous un grand honneur que vous puissiez venir nous parler de la douleur aujourd'hui. Alors, docteur Audrey Philippe, vous allez vous présenter la douleur. Je suis Philippe Audrey. Je suis responsable sur le centre d'évaluation et de traitement de la douleur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon. Donc on prend en charge la douleur, plus particulièrement la douleur chronique, qui est quelque chose d'assez complexe, une espèce de mosaïque en fait où on trouve de la douleur physique et de la douleur morale. D'emblée, ça situe la place du médecin qui est un intervenant parmi d'autres intervenants dans une situation de douleur chronique. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel en matière de douleur. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un médecin qui prend en charge une douleur ou un patient. D'ailleurs, on ne prend pas en charge une douleur, on prend en charge un patient avec sa douleur physique et puis tout ce qu'il y a autour. Donc, dans les consultations de la douleur, et a fortiori au CETD, tous les patients pris en charge vont rencontrer un médecin, bien sûr, mais vont rencontrer aussi des infirmières, vont rencontrer un psychologue, et vont pas simplement avoir une prise en charge médicale et ou médicamenteuse. Alors, vous dites douleur chronique. Est-ce qu'il y a d'autres douleurs? Pourquoi vous dites chronique? Parce qu'on n'est pas dans le même monde. Il y a la douleur aiguë qui est révélatrice d'un événement aigu là qui se passe tout de suite, qui est une évolution de moins de 3 mois, voilà, et qui la douleur d'une façon générale a comme rôle un rôle d'alarme. C'est une alerte, la douleur. C'est simplement pour dire oula, attention, il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal, qui potentiellement peut mettre le patient en danger. Alors après, ça correspond ou pas à une situation de danger avec divers niveaux de gravité, mais la douleur stricto sensu a ce rôle d'alarme. Au-delà de 3 mois, on rentre dans ce qu'on appelle de la douleur chronique. Donc elle perd ce côté alarme, et elle devient totalement envahissante, et au-delà d'un certain nombre de semaines et de mois d'évolution, ça peut même être une maladie à part entière. D'accord. Voilà. Alors, le patient, lorsqu'il vient vous voir, c'est forcément, il a une douleur. Alors, la douleur peut être n'importe où. Hein. Par exemple, j'ai mal à mon épaule, je vous consulte. Je viens voir et je dis, voilà, depuis une semaine, depuis un mois, j'ai mal à mon épaule. Qu'est-ce qui se passe ? Bien souvent, les patients qui viennent dans une consultation de la douleur ou un centre de la douleur, dans la grande majorité des cas, le lien est fait entre l'origine, la cause de la douleur et l'existence de la douleur. Voilà. Bien souvent, il y a toute l'étape diagnostique, elle est faite. D'accord. Ils viennent consulter en douleur parce que malgré le traitement qui a été mis en place, la douleur persiste. Et c'est là qu'il faut décrypter la douleur, la décoder et pas rester forcément sur un lien organe malade égale douleur, parce qu'on va tourner autour de l'organe, mais on va pas forcément tomber sur ce qu'on appelle les facteurs de pérennisation, c'est-à-dire pourquoi cette douleur-là, alors qu'a priori ce qui devait être fait a été fait, pourquoi ça persiste? Est-ce que c'est une complication? Pas forcément. C'est ça qu'il faut décoder en fait. Oui, donc est-ce qu'on peut séparer un petit peu de choses ou non, séparer ou non? C'est-à-dire par exemple, après un cancer, il y a des douleurs chez les cancéreux. Donc la cause est connue, en quelque sorte. Et puis il y a certaines circonstances où on trouve rien du tout et les gens ont mal. Est-ce qu'on peut en gros séparer ces deux choses ou non? Oui, bien sûr, on va les séparer de toute façon. Et c'est votre rôle de ces... Enfin... Après, nous, notre rôle, ça va être sur... moins il y aura d'organique, je dirais, plus il faudra comprendre ce qui fait qu'une douleur qui, a priori, correspond pas à une lésion organique, correspond pas à une maladie avec un pronostic grave derrière. Voilà. Pourquoi cette douleur-là devient envahissante à ce point-là? C'est ça qu'il faut décoder, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait.
Alors, une douleur est toujours envoyée par le cerveau. On disait tout à l'heure, c'est le cerveau qui détecte la douleur. Comment ça se passe? Non, le cerveau, il l'analyse, il la reçoit. Enfin, très schématiquement, on reçoit une information douloureuse, donc on en prend conscience. Mais avant même qu'on en prenne conscience, il y a un circuit retour, je dirais, dont le rôle est d'inhiber la sensation de douleur, de la diminuer. On est physiologiquement monté comme ça. On transmet la douleur et on la diminue. À partir du moment où la douleur persiste, on peut penser que c'est parce que le circuit ou les événements qui font que la douleur diminue, ce circuit-là ne fonctionne pas bien. D'accord. Et ça fait combien de temps justement que les centres contre la douleur existent? Au tout début des années 90, je dirais. Oui, quand même, ça fait un petit moment. Je pensais que c'était plus récent. C'est récent. Ouais. Alors, moi, je suis une patiente. Je viens vous voir, j'ai une douleur à mon épaule depuis un bon moment quand même, parce que c'est vrai qu'une douleur, si vous recevez le patient, c'est parce que il a plus d'un mois, 2 mois, 3 mois de douleur. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous faites? Il y a certainement, comme vous dites, il y a eu des examens de faits, mais vous, le docteur consultation, c'est ça, hein, vous consultez, je vous consulte. Qu'est-ce que vous faites exactement sur ma douleur de mon épaule? Vous donnez des médicaments? Vous faites quoi? Vous analysez le patient? Vous parlez avec le patient? La première consultation, quand vous allez venir, Oui. c'est environ 1 heure. Et pendant 1 heure, on va déjà regarder si c'est votre épaule, par exemple. Oui. Si tous les examens qui devaient être faits ont été faits, effectivement, il y a peut-être un avis spécialisé qui aurait pu être demandé et on s'en assure. Est-ce que tous les traitements qui pouvaient être mis en œuvre ont été mis en œuvre? Et c'est souvent le cas, hein, quand même, oui. Bien sûr. Et puis à partir de là, on va essayer de comprendre à quoi est due cette douleur, parce qu'en fonction de, je sais pas, ça peut être en fonction de votre activité professionnelle, elle va rentrer dans l'histoire. Ça va être une évolution normale de certaines activités professionnelles, des gens qui ont des mouvements très répétitifs, voilà, d'élévation et d'abaissement de exactement, l'épaule. Oui. Au bout de 30 ans de carrière, l'épaule fait très mal. Oui. Où il y a des tendons qui sont rompus, qu'il faut réparer. À quel point ils sont rompus? Est-ce qu'ils le sont complètement? Est-ce qu'ils ont été réparés 1 fois, 2 fois? Est-ce qu'il y a d'autres complications? On va faire le tri dans tout ça. Puis à côté de ça, on va essayer de voir dans quel contexte tout ça s'inscrit. Alors, le contexte professionnel ou extra-professionnel. Dans quel contexte de vie ça s'inscrit? Comment cette douleur est arrivée? Est-ce qu'elle est liée à des gestes répétitifs ou à un accident? Ou comment est arrivé cet accident? Toute l'histoire de la douleur, on va essayer de la clarifier le plus possible. D'accord. On va retrouver tout de suite Nadia, elle habite Soissons, où on nous écoute sur le 99.1 FM. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nadia, on vous écoute. Alors voilà, moi je suis menuisier aéronautique, c'est-à-dire que je travaille sur toutes les parties en bois sur les avions de touristes dans les aéroclubs. Et il y a 4 ans de cela, j'ai eu un travail où j'ai été obligée de forcer parce que les outils qu'on m'avait prêtés n'étaient pas bons. Et je me suis déclenché une tendinite très très forte dans le bras droite où je ne pouvais plus dormir la nuit. Mais ça a fait aussi la même chose dans le bras gauche. Le problème c'est que là, ça s'est passé, je ne sentais plus la douleur. Bon, j'ai un problème de vertèbres et j'ai été voir un kiné qui m'a fait faire des exercices avec les bras. Et ça a redéclenché la tendinite au bras gauche. C'est-à-dire que j'ai mal à l'épaule jusqu'à la clavicule. Ça me descend jusque dans le biceps et ça descend aussi à l'arrière du bras. Donc c'est horrible. Je ne peux plus lever le bras. Je ne peux pas le tourner comme je veux. Et je ne sais pas comment faire pour que ça passe parce qu'il faut que je travaille, quoi. Voilà le problème. Alors, docteur Audrey, tout de suite, là, il vous écoute. Hein. Une consultation. Oui. Alors, j'aimerais savoir. Déjà, est-ce que vous avez vu votre médecin pour lui en parler? Je lui en ai parlé, oui, mais bon, on pensait que ça allait se passer en se reposant, c'est-à-dire de ne pas soulever de lourd. Mais le problème, c'est que quand on dort, même en lisant, je suis obligée, pour poser le livre, de tirer mon bras pour le mettre de l'autre côté, tellement que j'ai mal, quoi. C'est horrible, hein, ça lance, c'est fou, quoi. Et est-ce qu'il faut mettre de la pommade? Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? C'est ça le problème. Je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver d'où ça vient.
Ouais. Et peut-être regarder, voir avec votre médecin, il y aura peut-être d'autres examens, des examens à faire. Ouais. Alors sans vous examiner comme ça, c'est un peu compliqué, mais comme ça, au premier abord, on peut penser que regarder au niveau du cou, si tout va bien, ça pourrait peut-être être un point de départ. Ben, le problème, c'est que j'ai les cervicales qui sont raides, très droites, dread. Je suis un peu bossue, hein, si vous aimez mieux. Bon, ben, j'ai 61 ans. Par la suite du temps, ben, cette colonne vertébrale, c'est dur, quoi. Je ne peux plus m'appuyer à plat sur le mur parce que sinon, je suis obligée d'avancer les jambes à l'avant. Sinon, ben, je peux pas être à plat du tout. Donc là, j'ai vraiment la courbe du dos et aussi une kyphose très grave qui s'est prononcée du côté gauche. Alors, donc, est-ce que c'est au niveau de ces vertèbres? Je sais que j'ai souvent souffert de torticolis. Voilà, donc est-ce que ça viendrait de ça par la suite? Puis, bon, je suis une femme et travailler dans l'aéronautique, dans le bois, les rabots, les râpes à bois, les ciseaux, donc on tape quand même de force. Hein, ouais. Voilà. Ouais, je pense qu'il faudrait regarder au niveau du cou. Sur ce que vous dites, on peut penser que vous avez fait des radios et peut-être pas d'autres examens. Et qu'il faudrait, il y a d'autres examens probablement qui pourraient permettre de voir plus clair, même s'ils donnent pas forcément plus de solutions. Parce qu'on peut avoir, je vais vous dire, de l'arthrose au niveau du cou et ça coince un peu sur les racines qui partent du cou et qui vont donner les nerfs qui descendent dans le bras. Ouais. Alors maintenant, quand on a de l'arthrose, ça veut pas dire qu'on va pouvoir l'opérer. Oui. Mais on peut établir un lien entre le niveau d'arthrose ou une éventuelle hernie discale au niveau cervical. Ça me paraît pouvoir être réalisé. Oui. Après, ça veut pas dire que parce qu'il y a une hernie cervicale, on va l'opérer. Surtout pas. Enfin, c'est pas une décision, c'est pas un geste simple. Et c'est pas. Je crois qu'il faut bien faire la part des choses entre l'examen qui permet de dire, de se faire une idée du pourquoi on a mal, et après la réponse, c'est pas forcément mécanique. Il y a une hernie, donc on opère. Ça marche pas comme ça, surtout au niveau du cou. Puis ça peut aussi très bien ne pas être une hernie et puis être de l'arthrose. Mais ça permet au moins de mettre les bons mots sur les bonnes causes. C'est pas forcément une tendinite, ça peut être ce qu'on appelle une névralgie cervico-brachiale. Et puis votre métier, c'est sûr, ça favorise quoi. Parce qu'il y a longtemps que vous faites ça. Oui, je fais ça depuis, ça va faire 40 ans de métier. Hein. Oh là là. Ah oui. Donc les avions, quand on me téléphone, qu'on me dit ça c'est cassé, tout de suite je fais le diagnostic comme vous au téléphone. Seulement moi je se plaint pas quand j'enlève les morceaux et que je les recolle. Mais dire, ça permettrait de faire un lien, même si cliniquement on fait le lien d'emblée. De dire certainement que votre activité y est pour quelque chose. Enfin, sur ce que vous me dites, j'ai l'impression que ça y est pour quelque chose et que votre dos il a souffert depuis un moment quand même. Oui, parce que vous savez, le problème, c'est que quand vous portez vos bagages, moi, je suis quand même des caisses à outils qui font 20 kilos, 21 kilos, plus un autre sac qui fait 20 kilos. J'ai le sac de bagages. Quand je pars quand même pour 10 ou 15 jours, voire un mois pour le travail. Et quand vous arrivez à la SNCF, même si vous mettez vos affaires sur un chariot, les 3/4 du temps, les escalators sont en panne. Alors, vous êtes obligé de tout mettre sur les épaules, à droite, à gauche, et vous grimpez l'escalier jusque là-haut, quoi. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à sentir déjà parce que en même temps que l'on fait les collages, les réparations sur les avions, on met la toile, mais on coud aussi. Et là, en tirant l'aiguille, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui commençait à me faire mal dans l'épaule. Alors je pensais que c'était un tendon qui se coinçait ou n'importe. Et là, c'est vraiment terrible. Je travaille pas, mais ça me fait mal, quoi. C'est horrible, hein. Mais après, en dehors de mettre les causes en évidence, il y a aussi le traitement. Là, il faut voir avec votre médecin. Si vous dormez pas, je veux dire, la consultation de la douleur, c'est souvent parce que malgré le traitement, on n'y arrive pas. Le premier intervenant, ça reste quand même votre médecin. Oui, j'irai le voir, oui. Ah oui, on n'est pas là pour se substituer au médecin. Je veux dire, on est là en complément. Parce que sur une douleur qui dure malgré un traitement où on sait plus trop comment faire, là nous on va apporter quelque chose en plus parce que on va peut-être utiliser d'autres médicaments, ou avoir recours à d'autres techniques, mais le premier intervenant, ça reste le médecin traitant, quoi. Ça là-dessus, on se substitue pas au médecin traitant.
Ouais. Parce que là, je lui en ai parlé, mais bon, je pensais, j'ai bon, comme d'habitude, hein, on est tous pareils. On a mal, on pense que ça va passer, on veut pas déranger le médecin parce qu'on veut pas faire partie de ceux qui enquiquinent. Et puis bon, bah, ça finit par là, donc là, ça fait 1 mois et demi que ça dure, j'en ai ras le bol, quoi. Donc je vais prendre rendez-vous pour aller Non, voir, mais quoi. vous l'enquiquinerez pas. Vous l'enquiquinerez pas en allant le voir parce que vous avez mal. Oui. Mais vous avez du courage de rester comme ça 1 mois et demi avec votre douleur quand même, hein. Oui, et puis en plus, bon, j'ai essayé de faire les gymnastiques qui sont pour cette syphose que l'on m'a donnée pour le kiné, mais en même temps, vous faites la position en étant à genoux, les bras allongés comme le chat, vous savez, qui étend ses pattes à l'avant. Et à chaque fois que là, j'ai arrêté parce que c'est ça qui me le déclenche encore plus fort, quoi. Parce que vous c'est ce tirez sur mouvement le cou. des bras étendus à l'avant au sol. Ah oui, donc il faut faire attention aux mouvements qu'il faut faire aussi. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Mais qui vous a dit de faire ça? C'est le kiné quand j'avais été le voir pour le dos parce que je me plaignais toujours de douleurs très violentes à l'intérieur des cuisses. Et le kiné a dit ça c'est pas l'histoire des veines, pour moi tu as le bassin déplacé. Donc ils ont fait des radios et c'est là qu'en voyant les radios cette année que la syphose est très prononcée par rapport à 2 ans, elle s'est vraiment déplacée de 2 cm et le médecin m'a interdit de porter 5 kilos par bras parce que je peux plus, quoi. Et vous portez combien? Comment? Et vous m'avez dit 20 kilos. 5 kilos et je portais 20 kilos avant, oui. Et je savais pas ce que j'avais au dos, hein. D'accord. Donc quand j'avais mal, je faisais un truc, c'est que je m'allongeais par terre sur le carrelage froid des hôtels, quand il y a des carrelages. Hein, donc j'essayais de faire le maximum pour passer la douleur et prendre des astros, jusqu'à temps que ça passe. Je m'allongeais, et jusqu'à le lendemain, on reprend le boulot, on recommence, et puis la douleur revient de nouveau, et puis il faut pas rien dire au patron, parce qu'on veut garder notre boulot, quoi. Oui. Hein? Oui. Alors, docteur, que conseillez-vous justement à Nadia de Soissons? C'est de consulter son médecin. Ouais. Hein, pour pas aggraver, on va dire, aggraver les choses. Consultation par votre médecin et puis ensuite. Oui. Merci beaucoup pour ce conseil, parce que au moins, vous voyez, je suis fidèle, j'écoute. Hein. C'est gentil d'écouter, hein, merci. Hein. Je vous remercie beaucoup, puis dès demain, je prends rendez-vous avec lui, il n'y a pas de problème. Et puis, je souhaite bonne année à tout le monde. Voilà. Merci à vous aussi, Merci bonne beaucoup. année. Merci. Et bonne santé surtout, hein, c'est ce qui est important. Voilà. Merci d'avoir appelé. Faites comme Nadia, hein, justement, si vous avez ce genre de problème, hein, justement. C'est vrai que là, c'est pas facile non plus. Hein, mais la première chose, c'est consulter. Première chose, douleur, consultation, c'est médecin. Ensuite, le médecin vous oriente vers un centre de douleur, hein, parce que je dis un centre de douleur, ou alors l'hôpital, où éventuellement vous exercez consultation sur la douleur, hein, c'est ça. Consultation de la douleur. Oui. Juste revenir sur une petite question, parce qu'on a parlé d'arthrose. C'est que souvent les gens parlent de ça. Est-ce qu'on a un moyen justement, en allant vous voir, de soulager l'arthrose? Oui, bien sûr. On va soulager la douleur en utilisant des antalgiques adaptés au niveau de douleur. Guérir, puis il y a d'autres moyens, enfin, je veux dire, en fonction de l'endroit où se situe la douleur, il y a d'autres moyens que des antalgiques. Un genou, par exemple, on va pouvoir injecter de l'acide hyaluronique dans le genou, enfin faire ce qu'on appelle une viscosupplémentation. En gros, lubrifier le genou, quoi, pour parler simple, qui va être très bénéfique sur le niveau de douleur. Donc là, il n'y aura pas besoin forcément de maintenir des antalgiques de haut niveau pendant longtemps. Malheureusement, les viscosupplémentations, comme les infiltrations dans d'autres articulations, ont un effet temporaire. Mais on peut pas exactement dire avec. C'est pas le même délai d'action pour tous les patients. Mais ça permet de pas forcément d'utiliser moins d'antalgiques, moins d'anti-inflammatoires. Donc il y a des moyens comme ça. Alors, donc nous, on le fait pas à la consultation de la douleur. Ce genre de geste, là, les viscosupplémentations, c'est les rhumatologues ou les chirurgiens orthopédistes qui le pratiquent. D'accord. Alors, de l'arthrose, de l'arthrite, je veux dire, tout ça, c'est aussi des douleurs qui font très très mal aussi pour les patients. Hein. C'est une des premières causes de douleur. Ah oui. Alors, moi, j'en reviens toujours à tout à l'heure. Vous disiez, il y a plusieurs cas de douleur. C'est vrai que j'ai travaillé depuis 30 ans à mon usine. Je fais toujours le même mouvement et depuis au moins 3-4 mois, j'ai mal à mon... je crois que je dois avoir une tendinite
tendinite. Hein. Donc là, je viens vous voir. Vous me consultez. Qu'est-ce qui se passe alors? Après tous les examens que j'ai pu faire, je viens chez vous, vous faites une consultation et je vous dis j'ai horriblement mal comme la dame qui ne peut pas dormir aussi hein, et toutes les nuits ça me lance. Déjà quand vous allez venir pour la première consultation, on va vous demander d'amener tous les examens que vous avez réalisés. Alors justement, tous les examens, que faut-il faire? Ceux que vous avez déjà réalisés. D'accord. Voilà. Et puis on va regarder ce qui a été fait, puis quand ça a été fait. Si on a besoin d'autres examens, je sais pas, par exemple, vous avez, vous me dites, vous avez pendant 30 ans soulevé des poids de, on va dire, 7-8 kilos, oui. Pas plus que ça, hein, mais régulièrement, tous les jours, 8 heures par jour. Et puis vous avez une radio qui est récente, mais juste une radio. Si on voit que le fait de lever le bras est très douloureux, vous pouvez pas, je vais vous demander est-ce que vous pouvez faire ça, vous faire le geste de vous coiffer. Si vous n'y parvenez pas ou si vous me dites voilà, dès que je fais un peu ça, je lève un peu l'épaule, c'est l'horreur totale, je peux plus lever l'épaule. Ça va faire penser, une tendinite, mais surtout une rupture de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, qui est juste sur l'épaule. D'accord. Et qui arrive plus particulièrement dans des situations comme ça de gestes répétitifs. De faire toujours le même geste, oui. Donc, face à ce genre de situation, on va regarder si on vous a fait ou une échographie ou une IRM. Donc, si jamais c'est pas fait, je vais peut-être prendre la décision de la faire. Oui. En avertissant votre médecin, voilà, je pense que c'est une rupture de la coiffe du rotateur, ou en tout cas, je veux m'en assurer. Je pense qu'il faut le faire. Je fais l'ordonnance. D'accord. Ou si vous me dites, je viens vous voir, mais en fait, j'ai rendez-vous avec mon médecin dans 3 jours. Vous voyez avec lui. Mais donc, on va s'assurer que si on pense à un diagnostic, que les examens soient faits dans un délai qu'on va pas perdre plus de temps. Alors, soit je le fais moi-même, soit j'en parle au médecin. Parce que à chaque fois qu'il y a une consultation, il y a un courrier derrière. Donc, c'est une coordination entre vous et puis le médecin traitant. Oui. Assez souvent, dans ce cadre-là, je fais la prescription moi-même et je demande d'envoyer les résultats au médecin. D'accord. Voilà. Puis ce qui fait que le médecin peut prendre le relais en disant il faudrait que vous voyiez un spécialiste, alors un chirurgien par exemple, s'il a l'habitude de travailler avec des spécialistes, il oriente après vers le spécialiste. Un chirurgien s'il y a une rupture de la coiffe des rotateurs, donc ça peut être soit un tendon, soit un des muscles qui sont situés juste là. Ah d'accord. Là, il faut le suturer. Et là, vous le voyez tout de suite à l'échographie ou à l'échographie. Là, vous le voyez tout de suite. Vous voyez. On va le voir sur l'échographie. C'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment avoir l'habitude. D'accord. Sur l'IRM, c'est un petit peu plus simple. Alors, il y a opération. Si c'est complètement rompu, là, il faudra le suturer, le réparer. Et ça, c'est le travail du chirurgien. Alors, tout à l'heure. Vous avez parlé de niveau de douleur. Donc, vous avez des abacs, des échelles pour mesurer cela. Ouais. L'échelle la plus simple, la plus répandue, c'est de demander au patient de coter sa douleur entre 0 et 10. Et on adapte l'antalgique au niveau de douleur. Et donc, on va retenir 3 niveaux de douleur qui correspondent à 3 paliers d'antalgique. Voilà. Yeah. Donc, 0... 3 niveaux de médicaments. Voilà. Ouais. Et donc, si quelqu'un nous dit, voilà, ma douleur sur 10, je dirais 3. On va être sur des antalgiques de palier 1. Donc, en simple paracétamol. Alors, 3, ça veut dire 3 sur 10. C'est une douleur modérée. Supportable. D'accord. Ouais, voilà. Très modéré. C'est modéré. 3. Voilà. Entre 3 et 5, 6. Je dirais. Après, on passe déjà un palier. On est sur un palier supplémentaire. Et donc, pour choisir un antalgique, on choisira plutôt un antalgique de palier 2. C'est-à-dire, les paliers 2, c'est du paracétamol plus un médicament qui agit à peu près comme la morphine, mais qui est moins puissant. Le médicament qui est souvent associé, alors ça peut être un morphinique faible pur. Oui. Donc le tramadol, pour le citer, alors sans citer de nom de médicament, mais le tramadol, qui existe seul.
ou associé avec du paracétamol. Enfin, c'est l'association la plus fréquente. Il y en a d'autres, mais la plus fréquente, c'est ça. Donc, ça va être paracétamol plus tramadol, paracétamol plus codéine. Et donc là, c'est pour des douleurs entre 3 et 5, je dirais. 5, 6. D'accord. Selon le patient qui vous dit le nombre pour la douleur, vous adaptez le médicament. Alors, et si il nous dit, voilà, c'est 6, au-delà de 6, on est dans des paliers 3. Donc les morphiniques. D'accord. Voilà, la morphine, pour faire simple. Alors, vous contrôlez quand même, parce que, je veux dire, ça, c'est le patient qui vous dit ça, mais vous n'avez pas d'autres moyens pour, justement, contrôler ça? Il y a d'autres échelles. Après, l'évaluation de la douleur, ça va être cette intensité-là, donc l'évaluation numérique, hein, puisqu'elle est en nombre, en chiffres, oui. Elle s'inscrit dans quel contexte? Par exemple, sur une pathologie comme un syndrome fibromyalgique où il n'y a pas d'organicité, on peut faire des tags d'examen, les gens s'entendent souvent dire « Non, mais vous n'avez rien ». Un quoi que vous dites là? Un syndrome fibromyalgique. C'est quoi fibromyalgie. Ce sont des douleurs chroniques très diffuses qui touchent à peu près toutes les articulations, tous les muscles. Et donc des gestes comme se cogner doucement sur la table comme ça fait mal. Donc vous avez des personnes qui vous disent mais c'est terrible parce que je peux plus porter mes enfants. Ou je peux pas porter mes petits-enfants. Donc ça a ce genre de conséquences. Donc moralement, ça a un fort impact. Oui. Ça a des grosses conséquences sur le quotidien. Ce qui fait que les gens sont pas bien moralement, et le fait d'être pas bien moralement, on vit encore plus mal sa douleur. Et là, vous faites quelque chose? Alors, dans ce type de douleur, quand on demande aux patients, mais votre douleur, vous la cotez à combien? Mais ils vont vous dire 12 sur 10. Donc si on applique l'échelle des paliers de façon comme ça, systématique, 12 égale morphine, boum. Et là, on s'aperçoit que ça marche. C'est pas parce que c'est un antalgique fort qu'en fait le résultat est là. Oui, voilà. C'est ça aussi. Hein. C'est pour ça que je vous disais, donc la douleur, on l'inscrit dans son contexte. Parce que la douleur chronique, si vous voulez, il y a ce qui peut influencer la douleur, c'est le fait qu'elle est liée à une maladie grave ou pas. C'est-à-dire, c'est facile à comprendre. On se met un gros coup de marteau sur un doigt, ça fait très mal. Oui. Puis à fur et à mesure que le coup de marteau s'éloigne, ça fait moins mal. Voilà. Dans des situations de pathologie grave, un cancer par exemple, la maladie elle-même fait mal, parfois. Je veux dire, la maladie elle-même, elle seule, fait mal. Parfois, les traitements rajoutent de la douleur parce que ça peut abîmer les nerfs, par exemple. Donc, ça fait des douleurs neuropathiques. Donc, qui sont dues à une lésion des nerfs. Voilà. Donc, alors, quand on est comme ça, dans ce contexte-là, avec une douleur chronique, quotidienne, même quasi permanente, qui est exacerbée par le moindre mouvement, donc c'est vraiment handicapant, qui rappelle en plus qu'elle est dans le cadre d'une maladie grave. Donc ça fait que ça module complètement le ressenti de la douleur. Alors c'est vrai ce que vous dites pour le patient, il faut le supporter, la douleur. C'est difficile à supporter. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Ce qui est compliqué à évaluer, en fait, c'est ce qu'on demande aux patients. On dit, vous me dites que vos douleurs, vous la cotez à 8 sur 10. OK. Mais quand vous me dites 8 sur 10, c'est la force, c'est la puissance de la douleur que vous me cotez là, ou c'est simplement le fait qu'elle soit là, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est qu'elle, d'un seul coup, elle est très intense, très, très puissante, très présente, ou c'est simplement, elle est là, en permanence, et il n'y a pas moyen de l'oublier. Et déjà, ça permet de voir un petit peu... de moduler le chiffre brut. Oui. Voilà. Parce que parfois, le fait d'être moralement pas bien fait que la douleur, ça peut être interprété comme un inconfort. Donc une douleur, même peu intense en réalité, c'est un inconfort en plus que le cerveau doit décoder pour renvoyer l'info à la conscience en disant voilà, il y a ça qui est toujours là, qui est toujours pas réglé là.
Et donc, tac, tac, ça fait une chaîne comme ça. Et donc là, vous intervenez. Là, votre rôle, c'est c'est d'essayer de faire la part. Je dirais quelle est la valeur absolue de douleur et dans quel contexte elle s'inscrit. C'est pour ça que moi, la douleur, j'ai un peu quand un patient nous dit voilà, j'ai mal, je sais pas, la douleur, je la cote à 7 sur 10. Moi, je me dis bon, là, il est en train de me présenter une pêche. Là. Et il faut que j'arrive à savoir la douleur, la douleur physique, la quantité juste de douleur, c'est le noyau. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour ? C'est quoi l'épaisseur qu'il y a autour ? De quoi c'est fait tout ça ? Et alors, qu'est-ce qui vous permet donc de savoir la douleur, comment vous allez justement soulager le patient ? Déjà, en premier lieu, c'est la réponse au traitement. De toute façon, on passera pas à côté d'un traitement antalgique. Quelqu'un a mal, vous êtes obligé de faire Obligé, non, mais en toute logique, quelqu'un a mal, sauf si très vite on voit qu'il y a une part importante de ressenti, ou alors on va voir que c'est d'emblée quelqu'un qui arrive à dire mais cette douleur me gêne, mais elle ne m'envahit pas. Ou j'ai remarqué que quand, je sais pas, c'est quelqu'un qui dessine, par exemple. Quand je dessine, j'ai pas mal. Je n'y pense pas. Faut penser à autre chose. Détourner un petit peu le détournement d'attention fait partie des moyens qu'on peut mettre en œuvre. D'accord. Voilà. Donc, pour juger le traitement, je suppose que vous reprenez votre échelle d'évaluation du départ. C'est-à-dire que, par exemple, au départ, la personne a dit c'est niveau 7, et puis après, votre traitement, elle dit, maintenant, c'est au niveau 3. Voilà. Cette échelle-là, en fait, elle est assez grossière, en fait. Oui. Mais au moins, elle nous permet effectivement de suivre l'évolution. Si les moyens qui ont été mis en œuvre agissent sur la douleur. Et ça en combien de temps ? Je veux dire, en combien de séances ? Il n'y a pas de... Donc le patient, il vient vous voir, vous pouvez rester 1 heure, 2 heures, tant que vous n'avez pas vu avec lui. Disons que la première fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est 1 heure. D'accord, la première fois. Il nous faut 1 heure, parce que certaines douleurs sont plus compliquées que d'autres. Parce que certaines histoires sont plus compliquées que d'autres aussi. Aussi, oui. Voilà. Et il faut essayer de bien comprendre comment fonctionne la personne qu'on a devant nous. Comment elle fonctionne et dans quel type de pathologie s'inscrit la douleur. Certaines douleurs, ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire qui sont dues à des lésions des circuits de la douleur ou des circuits de diminution de la douleur. Il faut bien comprendre dans quel contexte pathologique ça s'inscrit. Parce que certaines maladies, ces douleurs-là peuvent survenir, par exemple, sur des maladies dégénératives neurologiques, ou dans les suites d'un accident vasculaire cérébral, où on peut avoir des sensations de brûlure ou de décharge électrique sur toute la moitié d'un hémicorps, donc le membre supérieur et inférieur du même côté. C'est très compliqué. Quand on sait, la douleur chronique est fortement influencée par l'état moral dans lequel on se trouve ou les représentations qu'on se fait de la douleur. Quelqu'un qui vient d'être victime d'un accident vasculaire cérébral, qui était une personne très active et qui se trouve physiquement diminuée, va voir sa capacité à s'ouvrir vers l'extérieur diminuer d'un coup. Donc, du même coup, voir ses ressources, son univers fortement envahi par la douleur, puisque elle est conséquence de la maladie qui réduit son autonomie. Alors, en fin de compte, chaque patient, chaque personne est totalement différent. Complètement. D'accord. L'échelle va nous servir de point de référence, en fait. C'est ça, oui. À partir de la valeur initiale, à chaque évaluation, on va redemander au patient à combien il cote sa douleur, à combien il la note, en fait. Mais c'est une évaluation globale, c'est une évaluation grossière. Elle va simplement nous permettre de dire, bon, on a gagné du terrain sur la douleur ou pas. Et vous, ça vous aide ? Nous, ça nous aide. Alors, on va retrouver Frédéric de Chauny.
Eh ben, Allô on y va, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour, ça va, vous êtes une bonne année à vous, partout. Oui. Merci. Alors, vous aviez une question à poser au docteur Oui, c'est ça. Audrey? Oui, c'est ça. Allez-y, on vous écoute. C'est parce que demain matin, je passe une fraudoscopie d'estomac, puis j'espère voir si ça fait mal. Demain matin, vous passez une Fraudoscopie d'estomac. fibroscopie d'estomac. Une fibroscopie. En général, ça se passe plutôt très bien. C'est pas forcément très agréable. Oui, je sais. Mais c'est pas douloureux en soi. Et puis il arrive quelquefois qu'on donne quelque chose un petit peu avant pour détendre les gens, quoi. Bah, j'ai demandé d'être endormi carrément. Ah, je sais, ça peut se faire, mais si vous le faites en ambulatoire, ça se fera pas. Je pense que ce sera pas sous anesthésie. Ah bon? Vous auriez été prévenu avant. Ouais, c'est sous anesthésie, on me l'a dit alors. Ah, là, c'est sous anesthésie. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Bon, là, vous sentirez rien. Ah, bah, je préfère, moi, je dormirai parce que je verrai rien. Ouais, non. Ah, vous êtes un peu heureux, quand hein, vous voulez pas, Ah, ouais, ça me fait peur, tout ça. vous voulez pas avoir mal. Ah, voilà, c'est pour ça que je m'inquiétais, parce que j'y vais mal, puis je m'en fais pour ça, c'est pour ça. Non, bah c'est quoi comme fibroscopie? C'est l'estomac? C'est l'estomac, oui, c'est ça. Et on vous a dit sous anesthésie? Oui, c'est moi qui ai demandé. J'ai rendez-vous avec l'anesthésie, c'est pour ça. Ah, vous avez rendez-vous avec l'anesthésiste? Ça y est, c'est fait. Je passe le machin à l'estomac demain matin. Non, bah ça va aller, alors. Ah, bah, je vous remercie, vous êtes gentil. Pas de problème. Merci d'avoir appelé, Frédéric. Et je vous embrasse tous. Merci Au revoir, à vous Frédéric. Vous aussi. êtes tout le temps, c'est formidable. Merci, bonne année aussi hein, à vous, Oui, hein, aussi, bon, Frédéric. surtout continuez comme ça, vous êtes formidable. Merci Frédéric. je vous embrasse. Et vous Bisous. inquiétez pas pour demain. Hein. D'accord, merci. Je vous raconte, merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, Oui, au revoir. 03 44 75 3000, hein, faites comme Frédéric de Chauny, hein, appelez-nous pour justement des questions. Justement, c'est vrai que tout à l'heure on était en train de parler de l'entourage, l'inquiétude. En fin de compte, toutes ces choses-là jouent sur la douleur. Oui, complètement. Surtout dans certaines douleurs, enfin surtout, disons, il y a des cas assez particuliers comme la fibromyalgie par exemple, dont on parle beaucoup mais dont on ne sait pas grand-chose. La fibro. La fibromyalgie. Oui, c'est quoi donc ce sont des douleurs chroniques. Enfin, c'est un syndrome déjà, qui veut dire qu'il y a des signes qu'on retrouve fréquemment, dont l'association fait qu'on peut parler de fibromyalgie. Ces signes-là, c'est des douleurs diffuses, des troubles du sommeil et une grande fatigue. Donc, quand on a ce trépied-là, plus la présence de nombreux points douloureux quand on examine les gens. Ça détermine le syndrome fibromyalgique. Mais une fois qu'on sait que c'est un syndrome fibromyalgique, en fait, ça ne correspond à aucune lésion détectable sur les examens dont on dispose aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de très particulier parce que on est sur une frontière d'une pathologie qu'on connaît mal, pour pas dire pas. Et ce qui fait que c'est souvent réduit de façon un peu rapide à c'est dans ta tête. Ah oui, Alors, c'est dans ta tête, oui. Avec tout ce que ça peut mettre de connotations péjoratives ou pour le moins négatives à la douleur. Alors c'est compliqué pour tout le monde, c'est très compliqué pour les gens qui ont mal parce qu'ils s'entendent dire vous n'avez rien, mais c'est que le début de la phrase en fait. Il faudrait pouvoir dire vous n'avez rien sur les examens qu'on a réalisés. Mais on prend des raccourcis, on dit vous n'avez rien. Donc les gens entendent j'ai rien mais j'ai mal. Ah oui. Donc moi je sais que j'ai quelque chose puisque j'ai mal. Et pour l'entourage des patients, c'est parfois très compliqué parce que les patients qui ont une fibromyalgie ont très mal, mais quelquefois pour des gestes relativement ou des chocs relativement anodins, où ça peut aller jusqu'à pas possible de porter une casserole pleine d'eau. Là, Pas possible. C'est pas dans la tête, là. C'est pas. Non, voilà, si elle peut pas porter la casserole. Alors, quand c'est que la casserole, je dirais, c'est pas trop méchant. Oui. Mais en termes de conséquences morales, ça devient. C'est un exemple. C'est mais énorme, oui. ça devient encore plus compliqué quand ces gens qui disent mais moi je peux pas porter mon bébé. Ou je peux pas porter mes petits enfants. Oui. Je voudrais bien que mes petits enfants me fassent des câlins, mais je peux pas parce que ça me fait mal. Donc je serre les dents, mais au bout d'un moment ça me fait mal, donc ça met des distances. Et donc ce sont des gens qui sont enfermés dans leur douleur avec un environnement qui comprend pas forcément cet enfermement puisqu'il n'y a rien. Et là vous faites quoi alors? Donc alors
C'est là où, en particulier, intervient la prise en charge pluridisciplinaire, parce que la réponse, elle n'est pas seulement aux médicaments. Parce que quelquefois, donc, sont des douleurs parfois très intenses. Donc la tentation, c'est de mettre un antalgique très puissant. Or, la réponse n'est pas forcément celle qu'on espère quand on met un antalgique puissant, style morphine, par exemple. Mmh. Voilà. Donc c'est là où l'évaluation est importante, parce qu'il faut savoir dans quel cadre s'inscrit la douleur, quelle est l'histoire de cette douleur, comment elle est arrivée, sur quel terrain, entre guillemets, elle évolue. Alors, en général, vous avez la réponse du patient. Oui. Parce que justement, comme vous dites, vous lui posez plein de questions qui fait que vous avez déjà fait votre diagnostic. Oui. Alors, ce qu'on essaie de poser, je dirais, dès les premières consultations, ce qui est pas facile, parce que quelqu'un qui a mal a du mal à entendre, parce qu'ils viennent pour ça à la consultation de la douleur aussi, qu'on va pas forcément faire disparaître la douleur. Oui. Donc là, il faut qu'on arrive à bien se comprendre. C'est-à-dire que si l'attente c'est je ne veux plus avoir mal du tout, jamais, vous me trouvez un traitement pour faire disparaître la douleur, on peut pas vendre ça, entre guillemets. Mmh. Mais vous pouvez la soulager. Alors ce qu'on essaie de poser vraiment, parce que ça c'est quelque chose qui doit être admis par les deux parties, c'est-à-dire le patient et le médecin, c'est qu'on va essayer d'aller vers un compromis. C'est-à-dire qu'on va pas se mettre comme objectif de faire disparaître la douleur, mais ça c'est vrai quelle que soit la douleur, qu'elle soit organique ou pas organique. L'objectif, ça va pas être de faire disparaître la douleur, ça va être de lui donner une place, et que cette place-là n'en sorte pas. Alors, qu'est-ce que vous dites un compromis? C'est quoi? C'est-à-dire c'est maîtriser la douleur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas attendre zéro douleur pour commencer à bouger. Parce que là, dans ce cas-là, on risque d'aller vers l'escalade thérapeutique et être très attentif à la moindre variation de douleur et avoir comme seule réponse monter les médicaments. Et là, on finit par accumuler les risques d'effets indésirables, les risques d'interaction, de toxicité. Mais plus aller vers un compromis. C'est-à-dire, OK, on va voir ce qu'on peut faire en se détachant le plus possible de la douleur. Il y a un effet aussi détournement d'attention qui fait que là, on s'ouvre une porte pour pouvoir bouger quand même, pour pouvoir avoir un quotidien qui est plus acceptable malgré la douleur. Et ne plus être dépendant, c'est-à-dire remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, moi, je vis et j'ai la douleur à côté, et j'attends pas que la douleur... Et c'est à elle de s'adapter à ce que moi je veux. Et j'attends pas que la douleur me donne l'autorisation de bouger. Parce que là, on risque d'attendre un moment. Alors, au bout de combien de séances ou combien de fois que j'arrive à justement à soulager ma douleur? Ça dépend de ce qui est derrière la douleur. D'accord. Je sais pas. En général, je vais grossir le tableau, mais sur quelqu'un qui a des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des membres inférieurs, par exemple. Donc des décharges électriques parce que tous les voies de la douleur abîmées. C'est pas simplement en faisant du détournement d'attention non plus qu'on va lui arranger sa situation. Il va falloir. Ça va être une juxtaposition de moyens qui vont être médicamenteux et non médicamenteux. Donc le délai que ça va prendre. C'est d'une personne à l'autre, ça sera complètement variable. Alors, vous dites médicamenteux. Est-ce qu'il y a une autre façon de justement de soulager les patients? Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des médicaments. Maintenant, on va peut-être, vous pouvez nous donner plus de détails sur toutes les méthodes non médicamenteuses pour la douleur. Ouais, il y en a. En gros, Alors déjà, disons pour la fibromyalgie, par exemple. Alors, si on rétrécit un petit peu les choses. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de méthodes qui sont en fonction des situations qui sont pas les mêmes. Si on reste sur la fibromyalgie, par exemple, en dehors des médicaments, ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est prendre les gens en relaxation, par exemple. Schématiquement, pour apprendre à se détacher de la douleur, à emmener son attention sur autre chose que la douleur. Vous détournez. Ouais.
vous détournez le patient. Oui, c'est-à-dire que je viens vous voir, par exemple, vous me parlez de votre, je sais pas moi, d'une soirée que vous avez passée, ou alors d'une chose que j'aime bien, c'est ça. Ça peut être. Alors, il y a plusieurs méthodes. Dans les méthodes non médicamenteuses qui sont destinées à aider le patient à se détacher de sa douleur, dont je vous parlais de relaxation, il y a la sophrologie, il y a l'hypnose. Ah, d'accord. Voilà, ces méthodes-là. Et ça marche? Oui. Ah oui, ça alors. marche. Vous dites la sophrologie, mais ça va pas se substituer à un antalgique. Ça c'est en complément. Après, certaines personnes vont pouvoir à un moment donné dans la journée s'accorder un temps, je sais pas, je vais vous dire 20 minutes par exemple, oui. Où elles vont pouvoir soit faire de la relaxation, soit faire de la sophro, et puis du coup se détacher de leur douleur comme ça. Ah d'accord. Voilà. Et peut-être prendre un antalgique de moins. Mais ce qui est important, c'est que le patient réalise qu'à un moment donné, il a les ressources pour ne pas être dépendant de sa douleur, ou être moins dépendant. Et ça, à partir du moment où on a compris cette chose-là, déjà, c'est moins de médicaments de prix. Et moins de réflexes, avoir comme seule réponse, je veux chercher un autre médicament ou chercher un autre examen à faire, parce que tant que j'ai pas trouvé le pourquoi du comment. Enfin, moi, je leur dis aux patients, vous savez, l'examen qui va permettre de mettre en évidence la fibromyalgie, il n'existe pas aujourd'hui. Donc, ça sert à rien de le chercher, il n'existe pas. Donc, on va pouvoir vous faire un tas d'examens. On va pas trouver la cause, parce qu'on la connaît pas. Donc vous, docteur, vous proposez à vos patients justement de faire alors comment ça marche, une séance de sophrologie ou une séance d'hypnose? Nous, au centre, on fait de la relaxation et de l'hypnose. Relaxation. Ouais. Alors c'est-à-dire que c'est quoi exactement? Moi, je vous parlerai un peu plus d'hypnose, que oui. Je pratique l'hypnose. D'accord. En matière d'hypnose de la douleur, on n'est pas dans l'hypnothérapie d'une psychothérapie. Là, on n'est pas dans ce domaine-là, on est sur la douleur. Donc déjà, on va limiter le type de séance d'hypnose qu'on va mettre en œuvre. Mais l'idée, c'est de pouvoir amener les gens ailleurs que sur leur douleur. Donc j'ai mal sur ma tendinite, je reviens sur ma tendinite parce que c'est vrai qu'elle me fait mal. Donc vous me proposez 10 minutes d'hypnose. Qu'est-ce qui se passe alors? Non, la première, les séances, elles font 3 quarts d'heure, je dirais. Oui, 3 quarts d'heure. Donc mais il y a la première consultation avant l'hypnose, on ne fait pas d'hypnose. D'accord. En fait, la première consultation, on va beaucoup parler pour connaître la personne, savoir un peu comment elle fonctionne, quels sont les canaux par lesquels on va pouvoir passer, si c'est quelqu'un qui est plutôt un visuel, un auditif ou un tactile, et pour essayer de comprendre un peu ce que cette douleur elle évoque. Qu'est-ce que ça évoque? Parce qu'on va travailler autour de ça, de l'image de la douleur. Je sais pas, moi j'avais une patiente, la douleur, ça lui évoquait comme un carcan, comme une cuirasse. Donc on a travaillé sur ouvrir la cuirasse, se débarrasser de la cuirasse. Et ce qui est important, c'est que les patients avec qui on travaille en hypnose comme ça puissent redécouvrir cette sensation, bon, si on reste sur la cuirasse, la sensation que ça fait de moins ressentir la morsure de la cuirasse. D'accord. Parce que c'est ça qu'on va chercher, pour pouvoir le reprovoquer derrière, pour que ça s'imprègne dans l'inconscient des gens, que cette douleur-là, il y a une part sur laquelle on peut jouer. Et ça marche au bout de 3 quarts d'heure d'hypnose? Alors, pas forcément sur la première séance. Oui. Quelquefois, il faut plusieurs séances. Alors, c'est-à-dire que je prends un cachet en moins et je suis mieux quand je suis sortie de votre cabinet. C'est plutôt ça. Mais est-ce que l'autre objectif, c'est d'être mieux à la fin de la séance, ou en tout cas de découvrir que là, la douleur, elle a cédé, en tout cas, elle a diminué. Oui. Et l'autre objectif, c'est d'apprendre aux gens à se remettre, eux, en hypnose, de faire de l'auto-hypnose pour pouvoir reproduire le phénomène quand ils en ont besoin, eux. Ils peuvent le faire? On leur apprend, c'est pour ça qu'ils... Ah, d'accord, donc c'est bien. Ouais. Oui, là on aura appris quelque chose. Donc, vous avez parlé de toutes ces méthodes non médicamenteuses,
Mais est-ce que l'exercice physique ou bien certaines gymnastiques d'origine asiatique, où il y a un mouvement quand même, peut agir sur une fibromyalgie et que, a priori, elle est exacerbée par les mouvements? Je dirais que la fibromyalgie, c'est pas forcément l'exemple sur lequel on peut s'appuyer. Cet exemple-là, il serait peut-être plus vrai encore sur les lombalgies. En fait, d'une façon générale, en fait, on travaille beaucoup en force. Ou quand on dit aux gens, faut faire du sport. Alors ça se traduit souvent par rendement ou par effort physique. Performance. Et on leur apprend pas à se détendre, à s'étirer, à s'assouplir. Et en fait, c'est là que les méthodes asiatiques sont d'une grande aide, parce que là, pour le coup, il y a plus d'assouplissement. Et on en oublie que un travail musculaire, c'est un travail qui doit être, normalement, qui doit être symétrique. Donc si on travaille un côté, il faut travailler l'autre. Si on contracte un muscle, alors il faut le détendre. Et donc, oui, dans ce cadre-là, c'est d'une grande aide. Et puis on travaille, alors là après c'est tout un autre domaine. L'arrivée de l'hypnose à l'hôpital, ça a été quelque chose d'assez récent. Assez récent quand même. Parce qu'on s'est aperçu que, on n'opère pas forcément, ça ne veut pas dire qu'on endort les gens en hypnose. Oui. Mais en tout cas, on a besoin de moins d'anxiolytiques, moins d'antalgiques. D'accord. Et donc, on réduit le temps d'hospitalisation. Et on a moins de douleurs post-opératoires. Donc il y a un vrai bénéfice derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la personne est hypnotisée? Il est allongé sur une table, vous lui parlez, ou qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, il dort pas. D'accord. Enfin, en hypnose, on dort pas. On est même plutôt ultra conscient. Sauf qu'au lieu d'être conscient de tout ce qui se passe autour, on est focalisé sur une chose et une seule chose. Ce qui fait que, en étant totalement concentré sur une chose comme ça, on va chercher des images qui sont engrangées dans l'inconscient, en fait. Donc là, c'est vous, docteur, qui posez la question aux patients, qui dit pensez à quelque chose. Au départ, je leur demande, je sais pas, par exemple, si on doit aller, je sais pas, quelqu'un qui a un endroit dans lequel il se sent particulièrement bien, ou une activité. Oui. Particulièrement une passion. Donc ça peut être une peinture. Eh ben, on va aller rechercher un tableau, par exemple, et en essayant de le voir vraiment au plus précis. C'est-à-dire la taille, la couleur, est-ce qu'il brille pas, l'organisation du tableau, le thème, le voir et pouvoir regagner et retrouver toutes les sensations que peut provoquer la vision de ce tableau ou le fait de l'avoir réalisé soi-même. D'accord. Pour ça, les passions, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer très fort, parce que quelqu'un qui a une passion, oui. C'est déjà de l'hypnose en soi. Tout à fait. En fait. Donc il va répondre à vos questions. Nous, on va suggérer des choses. Oui. On va juste l'accompagner. Voilà. Oui, d'accord. On va faire des suggestions, en fait. Par exemple, la cuirasse de la dame, on va suggérer que peut-être on peut enlever une agrafe et 2 et 3 et commencer à imaginer que cette cuirasse-là et de voir mentalement la cuirasse s'ouvrir. Et l'effort, ça va être de dire, voilà, peut-être qu'on peut l'ouvrir là, comme ça, voilà, vous voyez les deux bords qui se séparent, qui s'éloignent. Et puis vous sentez bien que le cuir n'est pas contre la peau. Et puis il y a des baleines à l'intérieur et qu'elles sont moins présentes. Et là, vous voyez bien les deux bords qui s'éloignent. Ouais, ça vous fait quoi? Est-ce que vous sentez bien? Vous n'avez plus le contact du cuir contre la peau. Donc ça demande nous-mêmes oui, quand vous êtes avec votre patient, vous dites que ça dure 3/4 d'heure à peu près. Environ. À quel moment vous voyez que justement votre patient est bien détendu ou a terminé c'est-à-dire déjà on voit est-ce que les paupières bougent. D'accord. Et puis on voit bien que là le patient est complètement dans ce que vous lui avez demandé. Dans sa situation. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de mouvement parasite, il n'y a pas de réaction au bruit autour. Oui. Et puis quand on dit voilà, maintenant on va revenir, on est dans la salle d'examen, on revient tout doucement dans l'hôpital. Oui.
Et alors, selon les patients, il y en a qui reviennent plus ou moins rapidement. Alors, plus ou moins rapidement, c'est-à-dire, ils se demandent ce qui se passe ou... C'est-à-dire qu'il y a un petit temps où on se reconnecte avec la réalité. Oui. Pendant une séance, on est hyper concentré sur le thème qu'on a choisi. Donc, il faut un moment pour s'en détacher et revenir dans l'environnement duquel on est parti, en fait. Oui. Donc, ce qu'on leur demande à la fin, c'est de bouger les doigts. D'accord. Et donc, nous, les séances, on les fait sur une table d'examen. Donc, vous bougez les doigts, vous retouchez la table, vous pouvez bouger les mains, vous pliez les jambes, allonger les jambes. Voilà, maintenant, ouvrez les yeux. Puis là, ils voient, ils réentendent. C'est ce qu'on appelle réassocier les gens. Et ils se remettent dans le contexte dans lequel ils étaient en arrivant. Mais ce qui est important, c'est que la sensation de diminution de la douleur ou de modification de la douleur, ils l'ont ressenti. D'accord. Donc, et là, vous posez la question. Voilà. Et donc, à la fin de la séance, bon, alors vous avez ressenti quoi? Est-ce que vous avez pu aller vraiment là où on voulait aller ou obtenir ce qu'on voulait? Oui, j'ai bien senti. Ou non, ça n'a pas été terrible parce que j'ai pas réussi à bien me représenter la chose. Donc, on retravaille ça après. Ça peut être la concentration, par exemple. On retravaille ça. Ou je modifie un peu ma façon d'aborder le thème pour que la sensation soit plus présente. Ce qui est important, c'est d'avoir cette sensation de dire, ouais, c'est possible que j'ai moins mal, finalement, sans avoir recours à un médicament. Ah le patient doit vous le dire quand même, hein. Oui, justement. Ouais, parce qu'après, c'est quelque chose qui est engrammé, enfin qui est vraiment inscrit, de dire il y a au moins une partie de la douleur. Je sais que ça, voilà, je peux agir contre. Et ça, c'est ce que vous recommandez lorsque le patient il sort de votre cabinet, de reproduire ça chez lui alors. Je leur explique comment on va procéder. Tout est expliqué pour qu'ils puissent le reproduire justement. Alors, avec les progrès de la neuroscience, est-ce que on a pu savoir, au moment où la personne est en hypnose, il y a des modifications de structure dans le cerveau ou non? Ouais, ça a été fait en hypnose et surtout, ce qui est important, c'est que ça a été fait pour les fibromyalgies aussi. Et donc, on a vu qu'il y avait sur des IRM cérébrales, donc des IRM fonctionnels, on voit qu'il y a des zones. Quand les gens disent qu'ils ont mal, il y a vraiment des réactions et des zones qui réagissent au niveau cérébral. Donc, c'est des arguments en plus pour dire, oui, c'est dans la tête, mais c'est pas inventé. C'est ça. Ouais, et en hypnose, on a le même phénomène. Le même phénomène. Ouais, il y a sur des suggestions, on voit des sollicitations d'air cérébral. De certaines zones cérébrales. Du moment qu'on est un petit peu là-dedans, vous pouvez nous parler un petit peu du membre fantôme. Ah ouais. Alors, le membre fantôme, c'est une douleur qui existe alors qu'un membre a été amputé. Le membre fantôme, c'est ça. Donc, il y a deux choses à considérer. C'est que s'il y a amputation, pour un organisme, une opération, c'est un traumatisme. Ni plus ni moins. Oui. La différence avec un accident, c'est qu'un accident, ça crée des délabrements. Une intervention, c'est réglé. On maîtrise l'hémorragie, c'est propre. On maîtrise l'infection. Enfin, tout ce qui peut, les complications sont maîtrisées. Mais à l'échelle de l'organisme et de l'image corporelle, c'est un traumatisme. Donc il y a deux choses qui se passent. Comme tout traumatisme, il y a des lésions des nerfs qui peuvent fabriquer de la douleur quand ils se cicatrisent, parce que la cicatrisation, malheureusement, se fait pas bien. Oui. Donc ça fabrique de la douleur, c'est les douleurs neuropathiques. Et puis, à l'image de l'image corporelle, c'est situé là où il y a eu l'intervention, donc sur le membre amputé. Ce qui fait que le message qui est envoyé au patient par le système nerveux, c'est ça fait encore mal. En fait, la douleur, elle prend naissance là où a eu lieu l'amputation, mais elle est traduite par c'est ce qui était malade qui fait encore mal.
Donc le membre fantôme, c'est ça. Quoi. La douleur de membre fantôme, c'est ça. Et vous avez des solutions pour arrêter cette douleur? Médicalement, non médical? Médical. Médical, d'accord. Les médicaments qu'on utilise, donc a priori la prégabaline, qu'on utilise pour les douleurs neuropathiques, sont efficaces dans ce cadre-là. On en utilise d'autres. Mais celui-là, associé à un antalgique, en général palier 2 ou même de palier 3, font qu'on maîtrise bien la situation. Alors si la maîtrise n'est pas suffisante, on monte en gamme de produits. Ça peut être des perfusions de kétamine. Ça peut même parfois aller jusqu'à remettre une anesthésie loco-régionale. Et puis quand au bout de donc on laisse l'anesthésie en place quelques jours ou c'est déjà arrivé quelques semaines. Puis après on diminue progressivement l'anesthésie loco-régionale et puis on voit avec si ça a permis de maîtriser la situation avec le traitement médicamenteux. Et vous en avez beaucoup de patients qui justement a ce genre de problème? Il y a de moins en moins d'amputés. Déjà. Ouais, déjà, il y en a de moins en moins. Oui. Il n'y a pas beaucoup. Je dirais que sur les douleurs neuropathiques, c'est plus sur des complications de maladies, style le diabète, ou des maladies neurodégénératives ou inflammatoires, comme la sclérose en plaques, par exemple. D'accord. Voilà, les douleurs neuropathiques, on les trouve surtout dans ce cadre-là. Des douleurs de membres fantômes, c'est pas ce qui est le plus fréquent. Puis, effectivement, comme vous le disiez, il y en a beaucoup moins. Oui. D'accord. Donc, docteur, quelles sont les nouvelles techniques à venir ou actuelles? On va parler des techniques actuelles parce que les techniques d'avenir, malheureusement, la douleur, c'est un des parents pauvres en médecine. Il y a de la recherche, mais il n'y a pas une recherche énorme et en tout cas pas de grandes nouveautés techniques qui se profilent là. Alors, dans celles qu'on pratique dans notre hôpital, parce que là, il y en a, il y a plusieurs protocoles qui ont été mis en place, de perfusion de kétamine par exemple. Puis il y a une technique qu'on a développée ici, qui existe ailleurs, mais qu'on a développée sur Compiègne, qui est l'implantation de cathéters en intra-arachidien, de la colonne vertébrale, mais à l'étage lombaire, et lequel cathéter est relié à une pompe qui est implantée devant, juste sous les côtes, entre les côtes et le bassin. Donc cette technique-là, on la réserve pour des cas de douleur particulièrement rebelles, dans des situations où la douleur n'est pas maîtrisée malgré des traitements lourds, plus souvent dans des cancers très évolués. Donc on réserve ces techniques-là et on a eu de très bons résultats avec cette technique-là. Vous pouvez nous expliquer le fonctionnement justement de cette pompe que l'on a sur nous? Donc on implante un cathéter, c'est un tuyau de très petit calibre, entre deux vertèbres, entre les dernières vertèbres dorsales et les premières vertèbres lombaires. Voilà, à peu près à cet étage-là. Donc c'est la technique, c'est une rachianesthésie, ni plus ni moins. C'est une rachianesthésie, sauf qu'on laisse le cathéter en place. Et le cathéter, on le fait passer sous la peau, on le laisse pas dehors, sinon il pourrait s'infecter ou être extrait. On le fait passer sous la peau. Donc de derrière, du dos, on le fait passer devant, sous les côtes, sous la peau. On le relie, on le raccorde à une pompe, donc qui est un réservoir avec un petit moteur, tout simplement, qui est lui implanté sous la peau également, sous les côtes, entre les côtes et le bassin. Et le cathéter est relié à la pompe devant. Et dans la pompe, ça nous permet de mettre de la morphine, alors soit de la morphine seule, donc c'est pour ça qu'on le réserve sur des douleurs vraiment très sévères et très rebelles, ou associé avec un autre produit qui peut être un anesthésique local. Alors ça se fait forcément à l'hôpital et sous anesthésie. Forcément, c'est à l'hôpital, au bloc opératoire, sous anesthésie générale. Ça dure combien de temps? Entre le moment où l'intervention commence et le moment où le patient sort du bloc opératoire, je dirais il y a 1 heure. D'accord. C'est 1 heure d'intervention. C'est pas une intervention très longue, mais comme c'est quand même des patients fragiles, parce que ce sont très souvent des gens qui ont des cancers très évolués, donc c'est quand même un geste qui est pas anodin, je dirais. D'accord. Une fois qu'il est sorti, il reste combien de temps à l'hôpital avec la pompe mise en place? Je dirais une dizaine de jours. Ah oui. Une dizaine de jours,
en dehors de l'évolution de la maladie. Je dirais, il nous faut une dizaine de jours pour dire oui, là c'est stable, on maîtrise bien, on n'a plus besoin d'adapter le débit de la pompe, c'est bon, on maîtrise. Oui, alors vous dites 10 jours à l'hôpital, il y a comme vous dites, des ajustements sur la morphine qui se diffuse dans le corps. Voilà. Le patient ne touche à rien, c'est vous qui intervenez. Voilà. La pompe, elle est sous la peau. Oui. Elle est programmée par une petite sonde qu'on pose sur la peau et les éléments sont transmis par cette petite sonde-là. C'est une télémétrie, en fait. Et puis, le patient peut avoir une petite télécommande qu'il utilise pour se faire un petit bolus, c'est-à-dire s'envoyer une dose supplémentaire en cas de douleur. Donc, on peut choisir de mettre un débit de fond simplement, donc un débit réglé qui ne variera pas. Sauf si on le programme pour qu'à certaines heures de la journée, il y ait un peu plus. Oui. Sinon, on peut avoir un débit linéaire sur 24 heures et puis donner la possibilité au patient de se faire une petite dose supplémentaire parce qu'il a mal à un moment donné. Et la pompe, ça dure combien de temps? Parce que une pompe, ça a une durée de vie de 7 ans. 7 ans 7 ans. Ah ben oui. Alors, c'est une durée de vie théorique. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de produits qu'il y a dedans et du débit, la durée de vie va être raccourcie. D'accord. Donc, le patient sort de l'hôpital, il a sa pompe pour 7 ans. A priori, 7 ans maximum. D'accord. Et là, forcément, sa vie change par rapport à ça. Ouais. Alors, elle change, oui. Elle change parce que il a moins mal. Et puis elle change aussi parce que c'est pas 7 ans sans revoir la pompe. Il faut régulièrement venir faire un petit contrôle, quoi. Un petit contrôle et puis remplir le réservoir parce que forcément elle se vide. Tous les combien ça? Globalement tous les mois. D'accord. Mais au moins il est soulagé sur la douleur. Ouais, parce que ça permet, si vous voulez, les doses de morphine dont on a besoin à efficacité équivalente, on a besoin de 300 fois moins de morphine quand même. Et puis la quantité de morphine en moins dont on a besoin, ce qui veut dire qu'il y a moins d'effets secondaires. Donc ça c'est un des avantages. Oui. Donc à effet égal, il y a moins d'effets secondaires. L'autre avantage, c'est qu'on peut mettre un autre produit qu'on ne pourrait pas utiliser ni par comprimé parce qu'ils n'existent pas, ni par voie intraveineuse. Donc on peut cumuler comme ça des effets et avoir plus d'action sur la douleur du fait d'être comme ça en intrarachidien. Oui. C'est pour ça que cette technique-là, elle est particulièrement intéressante pour des situations de douleur rebelles. Oui. Donc moins de dépendance aussi à la morphine. La question de la dépendance, c'est... Disons qu'il y a moins d'effets indésirables. Par ce côté-là, moins d'accoutumance, effectivement. Après, moi, la notion de dépendance en douleur chronique, on est obligé de la confronter au contexte dans lequel la douleur évolue. Parce que c'est vrai que on va avoir des gens qui sont dépendants de leur douleur, de toute façon. Donc, en fonction du cadre dans lequel on est, quelquefois, on va pouvoir dire bon, allez, on va baisser tel médicament, on va pas monter, éviter. Là, on peut ne pas monter. Et puis, à d'autres moments, dire au patient non, là, il faut prendre un traitement parce que vous choisissez votre dépendance, quoi. Mais soyez pas dépendant que de votre douleur. C'est un peu ça. Alors, vous dites, il y a combien de temps qu'elle existe cette machine à pompe? La pompe, ça fait. Je pourrais pas vous dire précisément depuis combien de temps, mais sur Compiègne, ça fait bien 5 ans qu'on en met maintenant. D'accord. Ouais. Et il y a beaucoup de patients qui justement bénéficient de cette. Beaucoup. Non, parce qu'on est assez strict sur les indications. D'accord. Voilà. On les réserve pour des situations vraiment de douleur rebelle. Alors, en ayant cette pompe, je peux faire des exercices. Ma vie peut être comme avant, c'est-à-dire je peux me laver, je peux me doucher, je peux aller faire un sport, je peux aller au restaurant. La vie, elle n'est pas comme avant, parce que la pompe est là. C'est quand même c'est un disque qui fait presque 10 cm de diamètre quand même. Donc c'est quand même quelque chose d'encombrant. Donc c'est pas forcément très esthétique parce qu'on le voit sous la peau. Donc on peut pas dire que la vie soit comme avant. Comme nous on en met exclusivement sur des pathologies très évoluées. Il y a l'évolution de la maladie qui fait que voilà, malheureusement la vie n'est pas comme avant. Par contre, par rapport à ce qu'elle était
avant la pompe, oui, il y a beaucoup moins d'inconfort et plus d'autonomie. Et ça, c'est important. Ah bah oui. C'est important. Je vous parlais tout à l'heure, on a cette dame qui avait pu retourner passer une soirée au restaurant. Bon, voilà, ça c'est ou quelquefois, enfin même la plupart du temps, pour pas dire à chaque fois, pour des patients qui, bon, malheureusement, sont plus autonomes et pour qui les soins sont très douloureux, ça permet de faire des soins, mais il n'y a plus la douleur liée aux soins. Parce que ça, c'est une douleur fréquente aussi sur des maladies très évoluées. Quelqu'un qui est plus autonome, le simple fait de le mobiliser va faire mal. Et justement, tout à l'heure, vous parlez de recharger la pompe. Quelqu'un qui partirait dans sa famille à plusieurs kilomètres, on va dire, est-ce qu'il est possible de recharger dans une autre hôpital que le vôtre? Oui. Ouais. Peu importe. Ça, c'est complètement possible. Mais je vous cacherai pas que le plus fréquemment, on s'arrange pour faire le remplissage et puis avoir un niveau d'autonomie qui fait, on cadre les choses. On dit, bon, vous allez à tel endroit, vous partez combien de temps? Ok, on se voit tel jour, on refait Le patient est suivi. Ah oui. Ah ouais. Oui. Ouais. Vous n'avez plus de questions. Ah On vous donne le mot de la fin, docteur. Docteur Audrey Philippe. Bah, c'est difficile de conclure. On pourra en parler encore de la douleur. Voilà. Je pense qu'il y a encore des choses à faire en matière de douleur, en matière de recours aux structures de la douleur, parce que ça reste quelque chose de méconnu, la douleur, tant par la façon de l'aborder et donc ce qu'on peut proposer. Je dirais que là, actuellement, on sent encore une hésitation à avoir recours à certains traitements, je veux dire les morphiniques par exemple. Il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Et puis je crois qu'il y a encore, il y a une notion qui n'est pas encore très répandue, c'est la notion de prise en charge pluridisciplinaire. Vraiment, la douleur, c'est pas quelque chose qui répond, c'est pas des réponses mécaniques. C'est pas on change la pièce et ça va mieux. Quoi. C'est quelque chose de complexe, surtout une douleur chronique. C'est quelque chose qui se décode, qui s'analyse. Et la notion de pluridisciplinaire, c'est quelque chose qui doit être encore diffusé, non seulement chez les patients, mais dans le monde même de la santé, parce que ça demande du temps. On est dans un exercice, la médecine, enfin, je veux dire, moi je l'ai apprise comme ça, mais c'est aussi ce qui l'a fait progresser. C'est-à-dire qu'on est dans un exercice très organique, très systémique. C'est une question, un problème, une réponse. La douleur, ça fonctionne pas comme ça. La douleur, il y a d'autres choses comme ça. Faut passer du temps, faut comprendre, faut comprendre le contexte. C'est pas un problème qu'on va isoler et traiter pour elle seule. Il va falloir prendre en charge le contexte dans lequel il arrive. Tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et ça, ce côté pluridisciplinaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine, comme elle est organisée, ne répond plus à ça. Mais parce que les gens n'ont pas le temps, simplement. C'est pas un procès d'intention. C'est parce qu'on organisait le système de telle façon que on manque de temps. Donc les consultations de la douleur, les centres de la douleur ont dans leur mode de fonctionnement ce temps-là. Et cette pluridisciplinarité-là. C'est-à-dire que là, on va aller rencontrer un psychologue pour expliquer sa douleur. Et nous, on va en comprendre la place qu'elle prend, l'image qu'on a de sa douleur, les conséquences qu'elle a sur le vécu, sur le quotidien, sur les émotions. Cette prise en charge-là, on ne peut pas la faire ailleurs que dans un centre ou une consultation de la douleur. Et la douleur, elle peut être à tout âge, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 80 ans. Il n'y a pas de... Homme, femme, bébé, enfant, bébé, la douleur, elle est là. Mais enfant, la douleur, elle est à tous tout le les monde. âges. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. C'est le mot de la fin, docteur. Oui. Merci, docteur Audrey Philippe. Eh ben voilà, merci à beaucoup. Tous. Donc on va retrouver. Ça a été très enrichissant. Très, oui, c'est vrai. Ludovic. Je pense que ce sera pour nos éditrices et nos auditeurs également. Oui. Je profite que j'ai le micro. Bien sûr, docteur Vauduit. Pour une petite publicité pour la prochaine émission. Oui. Ce sera le mercredi 7 février 2018 avec Madame Violette Leneveu-Desjaux.
Elle est directrice adjointe des structures de personnes âgées du centre hospitalier Compiègne-Noyon. Elle va venir nous parler des EHPAD. Qu'est-ce que c'est l'EHPAD? Des EHPAD. Oui, ce sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ah, d'accord. Voilà. Alors là, c'est le mercredi, donc 7 février. Notez bien, auditeurs et auditrices de Radio Pisalène, pour pouvoir justement poser vos questions 03 44 75 3000. Merci, docteur Vauduit. Merci. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Une bonne année, tout ce que vous voulez. La santé. La santé sans douleur. Merci Nicolas, merci de nous avoir donné de votre temps. Continuez de nous écouter, auditeurs et auditrices de Radio Pisalène. Merci, au revoir. À bientôt, Nicolas. Très bonne soirée à tous. Au revoir.